J'ai senti ses bras divins nous enlacer et nous tenir, mon petit garçon Daniel et moi. La voiture d'Harper a dérapé sur la route de montagne où le métal hurlait, le verre se brisait, le temps s'effondrait dans le silence. En un battement de cœur, sa vie a volé en éclats, sa femme et son plus jeune fils avaient disparu, son corps brisé, et son esprit planait entre deux mondes. Mais la mort n'était pas la fin. Ce qui l'attendait après l'accident n'était pas l'obscurité, mais une vérité plus puissante que la douleur, un voyage vers la lumière, le pardon et l'infinie portée de l'amour. Voici l'histoire de ce qu'il a vu à sa mort. Attendez une minute. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je m'appelle Daniel Harper, j'ai 42 ans et j'habite à Flagstaff, en Arizona. J'enseigne les sciences sociales au collège depuis près de 20 ans et j'enseigne à des élèves de 11 à 14 ans. Ce n'est pas toujours facile, certaines journées sont un peu chaotiques mais j'ai toujours aimé mon travail. Aider les jeunes à comprendre le monde et leur place dans celui-ci a quelque chose de précieux. Les voir grandir, remettre en question leurs idées et commencer à s'exprimer m'a toujours donné un sens à ma vie. La vie à Flagstaff est calme, le genre de calme que j'ai toujours apprécié. Nous sommes nichés dans les montagnes, où l'air est plus pur et les nuits sont d'une douceur qu'on ne trouve pas dans les grandes villes. Je n'ai jamais souhaité plus que ça, juste un emploi stable, un toit et du temps avec les gens que j'aime. Je n'ai jamais été du genre à rechercher les surprises ni à viser plus haut. Mon idée du bonheur a toujours été ancrée dans les petites choses stables, la façon dont mes fils rient aux mauvaises blagues des autres, ou la lumière du soleil qui entre par la fenêtre de notre cuisine les matins de week-end. Ma femme, Maya, est le cœur de notre foyer. Nous nous sommes rencontrés à l'université et sommes ensemble depuis. Elle possède une force tranquille qui me rassure lorsque j'ai tendance à trop réfléchir et à m'inquiéter. Elle apporte un équilibre, me rappelle de respirer, de ralentir, de lâcher prise. Elle travaille à temps partiel à la bibliothèque locale et c'est le genre de personne à qui tout le monde semble faire confiance immédiatement. Les enfants l'adorent, tout comme les personnes âgées qui viennent juste pour discuter. Elle écoute vraiment ce qui est plus rare qu'on ne le pense. Lucas a déjà 15 ans, il est plus grand que moi et il a toujours des questions. Il a l'esprit vif et un cœur bienveillant. Parfois, en le regardant, je me demande comment quelqu'un comme moi a pu élever quelqu'un comme lui. Ellie a 11 ans, plus réservé, mais tout aussi brillant. C'est le genre d'enfant qui peut rester assis à dessiner pendant des heures, complètement perdu dans son monde. Ils sont tous les deux si différents, et pourtant ils sont proches, toujours attentifs l'un à l'autre. Avant, je pensais qu'on avait tout le temps du monde. J'allais travailler, je rentrais, j'aidais aux devoirs, je faisais des barbecues le week-end, et parfois je partais en road trip. Rien d'extraordinaire, mais ça me convenait. En fait, j'en étais même reconnaissante. Je n'avais aucune raison de remettre en question le chemin que j'avais suivi, ma vie était bien remplie dans tous les domaines importants. Du moins, c'est ce que je croyais. C'était le dernier jour de nos vacances de printemps, et nous revenions d'un week-end tranquille dans les montagnes blanches. Nous avions loué un petit chalet là-haut, rien de spécial, juste un endroit où nous pouvions être tous les quatre ensemble, sans distraction. Pas de wifi, pas de mets professionnels, pas d'obligations scolaires, juste des jeux de société, des feux de camp et le bruit du vent dans les pins. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Ce matin-là, l'air était frais et pur. Nous avons rangé nos affaires lentement, sans précipitation. Les garçons ont aidé à ramasser du bois pour retourner au tas, et Maya nous a préparé une dernière tasse de café. Debout devant la cabane, nous sirotions nos tasses, regardant la vapeur monter dans l'air frais. Je me souviens avoir pensé, ça y est. C'est le genre de moment dont je veux me souvenir quand je serai vieux. C'était paisible, banal pour les autres, mais plein de sens pour moi. Sur le chemin du retour, les garçons étaient assis à l'arrière, partageant leurs écouteurs, écoutant une playlist qu'ils avaient composée. De temps en temps, l'un d'eux éclatait de rire, et l'autre le faisait taire, riant aussi. Maya était assise à côté de moi, feuilletant un livre qu'elle avait à peine commencé pendant le week-end. Sa main reposait sur ma jambe,
cette attitude décontractée qui me donnait un sentiment de sérénité. Nous avons emprunté la route panoramique, fenêtres entr'ouvertes pour laisser entrer l'air frais du printemps. La neige commençait à fondre, et on apercevait des traces de verdure, premier signe de la vie qui revient. Nous avons longé des ruisseaux sinueux et des champs ouverts, des chevaux immobiles près des clôtures, et des collines qui ondulaient comme des vagues. Il régnait une sorte de silence non pas vide, mais plein, comme si la nature murmurait au lieu de crier. À un moment, Maya m'a regardé et m'a souri. C'était un bon voyage, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, les yeux toujours fixés sur la route. Oui, ai-je dit. Vraiment, et je le pensais. Je me souviens avoir regardé les garçons dans le rétroviseur, pensant à la vitesse à laquelle ils grandissaient, que ce moment simple ne durerait pas éternellement. J'étais reconnaissante peut-être plus que je ne l'avais été depuis longtemps. On ne parlait pas de choses sérieuses, juste de choses futiles, où on irait l'été prochain, ce qu'on mangerait au dîner en rentrant. Lucas a plaisanté sur le fait que je ronfle comme un ours, et tout le monde a ri, même moi. J'avais l'impression que la vie s'écoulait au ralenti, de la meilleure des manières. Si vous m'aviez posé la question à l'époque, je vous aurais dit que rien ne pouvait gâcher cette journée. J'avais ma famille, la route et le cœur remplis de bonheur. Mais aucun de nous ne savait ce qui nous attendait au prochain virage. La route serpentait doucement à travers une rangée de grands arbres. Je me souviens d'un éclair de soleil traversant le pare-brise, presque aveuglant pendant une seconde. J'ai plissé les yeux et ajusté le pare-soleil. Lucas fredonnait sa chanson. Maya venait de demander si nous avions assez d'essence pour rentrer. Puis plus rien n'avait de sens. Un camion est sorti de nulle part, fonçant sur nous dans la mauvaise voie. J'avais peut-être 2 secondes. J'ai fait une embardée effrénée. Le craquement essayurant du métal qui se tord, l'explosion du verre brisé, le monde a basculé, pas métaphoriquement, mais réellement. Un tourbillon d'apesanteur, un flou d'ombre et de lumière, puis tout s'est arrêté dans un craquement final et tonitruant. Silence. Puis une sonnerie aiguë, au loin. Quelqu'un criait, c'était peut-être moi. Ma poitrine était écrasée. Ma tête penchait sur le côté. Je ne voyais que du sang maculé à l'intérieur du pare-brise. Ma vision doubla, puis tripla. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. Le temps ne s'écoulait pas en secondes, il rampait en fragments brisés. L'air froid s'engouffrait par une vitre brisée. Je me souviens de l'odeur, huile, caoutchouc brûlé, et quelque chose de métallique, comme des pièces de monnaie et une poignée d'eau. Les voix des gens résonnaient comme une radio qui se perturbe, est-il vivant? Restez avec moi, monsieur, restez éveillé. 2 autres, je ne trouve pas de pouls. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Je ne voulais pas le savoir. Puis l'obscurité. Pas le sommeil, juste l'absence, un espace sans forme, sans poids, sans bruit. Je flottais dedans, consciente de rien, si ce n'est que je n'étais plus dans mon corps. Il n'y avait pas de peur, juste de la confusion. J'ai pensé à la main de Maya sur ma jambe, au rire d'Ellie. Quand je me suis réveillé, c'était 2 jours plus tard. J'étais dans un lit d'hôpital, avec des tubes dans les bras, des bandages. J'avais les côtes cassées. Commotion cérébrale. La clavicule fracturée. L'infirmière m'a regardé avec un visage que je n'oublierai jamais, doux, mais empli de pitié. Un médecin est entré et s'est assis à côté de moi. Il n'a pas regardé son bloc-notes, il m'a juste regardé dans les yeux. Daniel, a-t-il dit, je suis vraiment désolé. Votre femme et votre plus jeune fils n'ont pas survécu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Mon esprit était incapable de retenir ces mots. Je les ai entendus, mais ils n'ont pas abouti. Je fixais le plafond, mon cœur battait, les machines bipaient. J'étais en vie, mais je n'avais pas l'impression d'être en vie. J'avais l'impression d'être simplement là, à entrer et sortir d'un corps brisé. Les jours qui ont suivi mon réveil ont été un brouillard de douleur et de silence. Je ne pouvais presque plus bouger. Ma jambe gauche était irrémédiablement écrasée, on a dû l'amputer sous le genou.
Je ne m'en suis même pas rendu compte au début. Une infirmière me l'a dit gentiment un matin, après une deuxième opération. J'ai fixé la couverture qui recouvrait l'espace vide, essayant de comprendre comment cela pouvait être réel. Mon corps me faisait mal partout, mais ce n'était rien comparé à ce qui se passait en moi. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais le visage de Maya. J'entendais la petite voix d'Ellie. Je voyais la lumière qui traversait les arbres juste avant l'accident. J'entendais les pneus crisser encore et encore. Pourquoi n'ai-je pas vu le camion plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas réagi plus vite? Pourquoi ai-je survécu alors que n'ont pas survécu? Je me posais ces questions 100 fois par jour. Les médecins étaient gentils. Les infirmières aussi. Lucas venait me voir dès qu'il le pouvait. Lui aussi était blessé, un bras cassé, des coupures au visage, mais il a survécu. Je m'accrochais à ça. Cela aurait dû me réconforter, mais cela n'a fait qu'ajouter à la culpabilité. Il avait perdu sa mère et son petit frère, et il ne lui restait plus qu'un père brisé. Je ne voulais voir personne. Je ne voulais pas parler. Je mangeais à peine. Je n'arrivais pas à dormir. Quand j'ai réussi, j'ai vu l'accident ou pire, j'ai vu Maya et Ellie debout près du lit, pas en colère, juste triste, toujours triste. La chambre d'hôpital ressemblait à une prison. L'air sentait l'antiseptique et les gants en caoutchouc. Les murs étaient de la même couleur que le ciel juste avant un orage. Les machines émettaient des bips réguliers, me rappelant que j'étais toujours là. Je ne voulais pas y être. Ils m'ont assigné une conseillère. Elle parlait doucement et posait des questions délicates. Je ne lui ai pas dit grand-chose, je ne trouvais pas les mots. Comment expliquer ce genre de culpabilité qui empêche de respirer? Chaque jour, je demandais à Dieu ou au ciel ou au plafond, pourquoi m'a-t-il abandonné? À quoi bon sauver un homme qui ne pouvait même pas protéger sa propre famille? Je ne voulais ni réconfort, ni espoir. Je voulais repartir ou disparaître. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'était le véritable désespoir. Ce n'était pas bruyant, c'était silencieux et pesant, comme si je coulais dans l'eau alors que tous les autres se tenaient en sécurité sur la rive. Et je ne savais plus nager. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. C'était peut-être pendant la deuxième opération, ou une de ces nuits où les analgésiques engourdissaient tout sauf la douleur dans ma poitrine. Mais je m'en souviens clairement, plus clairement que de tout ce qui s'est passé avant ou après. Je me sentais flotter au pas comme dans un rêve, pas comme quand on est à moitié endormi et qu'on ne sait plus ce qui est réel. C'était différent. Je savais où j'étais. Je voyais la pièce d'en haut, près du plafond. Mon corps gisait dans le lit, pâle et brisé, entouré de machines et de tubes. Une infirmière réglait quelque chose sur l'écran. Un médecin se tenait au pied du lit, les mains jointes. Dans un coin de la pièce, Lucas était assis tranquillement sur une chaise, les genoux repliés, les larmes coulant sur ses joues. J'ai essayé de l'atteindre, mais mes mains étaient absentes. Je n'avais ni poids ni voix, mais je ressentais tout, sa tristesse, sa peur, sa solitude. Puis tout a commencé à changer. La pièce s'est estompée. Les murs se sont dissous comme de la brume. J'ai avancé sans marcher, attiré comme par un léger courant. J'ai pénétré dans un lieu baigné de lumière. Elle n'était pas aveuglante, elle était douce et chaleureuse, comme si je me tenais au soleil après un long hiver. Il n'y avait ni plafond, ni sol, juste cette présence infinie de lumière et de paix. Pour la première fois depuis l'accident, je n'avais plus peur. Je ne souffrais plus. Puis je l'ai vue, Maya. Elle se tenait devant moi, rayonnante non pas d'une manière fantasmée, mais d'une manière qui semblait vraie. Ses yeux, son sourire, la façon dont ses cheveux tombaient sur son épaule, c'était elle, tout entière, elle, mais plus que ça. Elle paraissait entière, plus légère, plus lumineuse comme la version d'elle-même qui, jusqu'à cet instant, m'avait manqué. Je suis tombé à genoux, non pas de tristesse, mais à cause de l'émotion que j'éprouvais à la revoir. Elle s'est avancée, s'est agenouillée à côté de moi et a pris mon visage entre ses mains. « Daniel » dit-elle. Sa voix ne résonna pas, elle m'envahit.
ton heure n'est pas venue. J'ai secoué la tête. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Je ne veux pas rentrer. Ses pouces ont effleuré mes joues et j'ai réalisé que je pleurais. Tu dois rentrer, murmura-t-elle. Lucas a besoin de toi. Tu n'as pas fini. Je n'y arriverai pas seul. Je lui ai dit, tu ne seras pas seul. Elle a dit, je serai avec toi, mais pas comme tu l'imagines. Elle m'a embrassé sur le front, le contact le plus doux et le plus réel que j'ai jamais ressenti. Ce n'était pas un rêve. Je le sais maintenant, lui ai-je dit. C'était plus réel que tout au monde. Puis elle s'est retirée. Je t'aime, a-t-elle dit, et la lumière a commencé à s'estomper. Son visage est devenu flou, la chaleur s'est estompée, et une douleur froide et brûlante m'a envahi comme une vague déferlante. Je me suis réveillé en sursaut. Les bips des machines s'accéléraient, ma jambe me lançait. J'avais l'impression qu'on m'avait ouvert la poitrine. La pièce était à nouveau plongée dans l'obscurité, lourde d'un air hospitalier. J'ai tourné la tête et j'ai vu Lucas endormi dans le fauteuil, emmitouflé dans une couverture. J'aurais voulu tout lui dire, mais les mots ne venaient pas encore. Je ne pouvais que pleurer et cette fois, mes larmes ne reflétaient pas seulement ce que j'avais perdu. Elles reflétaient ce que j'avais vu, ce que j'avais reçu, ne serait-ce que pour un instant. Maya était partie, mais je l'avais vue et je savais que je n'étais pas seul. Après qu'on m'ait recousu et qu'on m'ait dit que j'étais stable, je n'arrivais toujours pas à me débarrasser du sentiment de ne pas être seul. Ça a commencé par de petits détails, la pièce semblait plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Parfois, en ouvrant les yeux la nuit, je jurais voir une ombre près de la fenêtre pas menaçante, juste immobile, comme si quelqu'un veillait sur moi. Un jour, au petit matin, j'ai senti son parfum jasmin et lavande. C'était impossible, mais il était là. Un après-midi, alors que j'étais allongé dans mon lit, oscillant entre le sommeil et le réveil, une infirmière nommée Janice ou une femme d'un certain âge, au regard bienveillant et qui se déplaçait tranquillement autour des machines est entrée et a ajusté ma perfusion. Puis elle s'est arrêtée et m'a regardé un peu trop longtemps, comme si elle hésitait à dire quelque chose. « Tu as eu des visiteurs ?» demanda-t-elle. « Juste mon fils, ai-je dit. Ce matin, en rentrant, j'ai cru voir une femme debout près de ton lit. Je l'ai à peine aperçue avant de disparaître. Elle avait les cheveux noirs, mi-longs. Elle me regardait droit dans les yeux, je pensais qu'elle faisait partie de la famille. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde, ma gorge s'est serrée. Ce devaient être mes yeux qui me jouaient des tours, ajouta rapidement Janice, presque en s'excusant. Mais je savais que non. Je n'en ai parlé à personne. Pas encore, murmurai-je. D'autres infirmières me lançaient des regards étranges, comme si elles savaient quelque chose qu'elles ne disaient pas. L'une d'elles s'est même penchée et m'a dit, « Tu n'es pas seul, tu sais », tout en changeant mes draps. Je commençais à me demander si Maya était vraiment partie, ou si elle avait trouvé un moyen de rester près de moi, de tenir sa promesse. Je ne comprenais rien à tout ça, et je n'en avais pas besoin. Tout ce que je savais, c'est qu'à chaque fois que j'avais envie de m'effondrer, je la sentais près de moi, comme un souffle léger dans mon cou ou une main douce sur mon épaule. Elle était là, d'une manière ou d'une autre. Elle était toujours là. Cette nuit-là fut la pire. La douleur me frappa comme une vague insurmontable brûlante, pulsatile, irradiant de tout mon être. Ma poitrine se serra, j'avais du mal à respirer. Les infirmières accoururent, les alarmes hurlèrent. Mais tout cela s'estompa rapidement. Puis tout s'arrêta, plus aucun bruit, plus aucune douleur, plus aucun poids. J'étais de nouveau hors de mon corps. Je voyais la pièce en dessous, le chaos, la hâte de me ramener, mais je n'avais pas peur. Je me sentais calme, porté comme si on me soulevait doucement. Puis je suis passé dans quelque chose de plus grand. La lumière n'était pas seulement vive, elle était vivante. Elle ne ressemblait à aucune lumière que j'avais jamais vue. Elle avait des couleurs, mais pas celles que nous connaissons où elles étaient plus profondes, plus ressenties que vues, des teintes dorées qui scintillaient de sens. Chaque rayon m'enveloppait d'amour, comme s'il me connaissait parfaitement. Et puis je l'ai senti, une présence.
Elle ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais tout. Ce n'était ni masculin ni féminin, c'était simplement de l'amour, un amour parfait, irrésistible, inconditionnel. Je n'avais aucune défense face à lui et je n'en avais pas besoin. Je me sentais en sécurité, connu, pardonné. Puis le bilan de ma vie a commencé. Je n'ai pas seulement observé ma vie, je l'ai revivais chaque instant, des plus insignifiants au tournant. Mais voilà, je ne les ai pas seulement vus à travers mes yeux. Je les ai vus à travers le cœur des personnes que j'avais touchées. J'ai ressenti la fierté discrète de ma mère quand j'ai obtenu mon diplôme. J'ai ressenti la joie de Maya la première fois que je lui ai dit que je l'aimais. J'ai ressenti la confiance de Lucas quand je lui lisais un livre avant de dormir. J'ai ressenti la chaleur d'Élie quand il m'a tenu la main en entrant à l'école maternelle. Mais je ressentais aussi la douleur que j'avais causée. Je ressentais la tristesse de Maya les soirs où je m'éloignais et me taisais. J'éprouvais la honte de l'élève quand je lui avais un jour crié dessus trop durement. Je ressentais mon propre engourdissement, la façon dont la culpabilité m'avait empoisonné après l'accident. Je m'attendais à un jugement, mais il n'y en avait pas, juste de la compassion, de la compréhension. Même les moments où je me détestais, je les voyais comme des occasions de grandir, pas comme des condamnations à porter. Je voyais que ma culpabilité, bien qu'humaine, n'était pas ce à quoi je devais m'accrocher. L'amour me voyait complètement et ne se détournait pas. Cette présence semblait me demander doucement, « Maintenant que tu as vu ça, que vas-tu faire? Comment vas-tu vivre ?» J'ai repensé à ce moment-là dans la salle d'attente. Je crois même ne l'avoir jamais mentionné à personne, pas depuis des années. J'ai raconté à Émilie ce que j'avais vu, sa tasse de café, ses yeux, ses pensées. Émilie s'est mise à pleurer, ni de peur, ni de tristesse. C'était comme si une digue s'était rompue en elle. « Tu étais vraiment là », murmura-t-elle. J'ai ressenti quelque chose, mais je croyais que j'inventais quelque chose. J'ai hoché la tête, bouleversé. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus, ce moment parlait de lui-même. Cette expérience partagée, profonde et impossible à expliquer, a marqué un tournant pour nous, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant qu'être humain. Elle a changé notre regard sur le monde. Pour moi, cela a confirmé sans l'ombre d'un doute que nos âmes parlent plus fort que nos voix. Et pour Émilie, cela signifiait qu'elle n'avait pas imaginé cela, l'amour et le souvenir peuvent même surmonter la mort. La paix de cet endroit était incomparable à tout ce que j'avais connu. Il n'y avait ni peur, ni pression, ni sensation de temps qui s'écoulait à toute vitesse. C'était comme si chaque instant s'étirait à l'infini, et pourtant rien ne semblait lent. C'était, tout simplement, calme, vaste et plein. Je me souviens avoir flotté dans cet état, toujours profondément connecté à Émilie et à tout ce dont j'avais été témoin, mais aussi commencé à me sentir éloigné de tout cela. Il y avait une attirance pas seulement physique, mais spirituelle. Une tension dans les deux sens. Une partie de moi voulait rester dans cette lumière, dans ce calme infini. Mais une autre partie commençait à ressentir le poids de la vie que j'avais laissée derrière moi. Je ne voyais pas de silhouette, mais je percevais quelque chose d'énorme et de doux à la fois. Cela ne s'exprimait pas par des mots, mais je savais ce que cela voulait dire, « Tu peux rester, mais ce ne sera pas fini ». Cela m'a profondément touché. J'ai pensé à Émilie. J'ai pensé à mon petit frère, Caleb. À mes parents. J'ai revu des images de leur vie sans moi ou des moments de vide que je laissais derrière moi, pas seulement lors des anniversaires ou des dîners, mais aussi de manière plus profonde, les moments où ils avaient besoin de réconfort, de soutien, ou simplement de quelqu'un pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. J'ai ressenti le poids de tout cela. Puis vint un moment de calme, et j'entendis une pensée si claire qu'elle résonna en moi, « Ton heure n'est pas venue ». Avec cela, je compris. On ne me forçait pas à revenir en arrière, on me faisait confiance pour faire ce choix. Mais au fond, je savais ce qui devait arriver. Aussi tentant que fut de rester dans cette paix, je ne pouvais pas abandonner ce que j'étais censé accomplir. Il n'y a pas eu d'adieu ni d'adieu théâtral. C'était juste une acceptation silencieuse, une profonde inspiration. Puis j'ai lâché prise. Au moment où j'ai choisi de revenir,
j'ai eu l'impression que tout se repliait sur moi-même. Cette sensation d'apesanteur a commencé à s'estomper, et quelque chose de plus lourd a pris sa place, mon corps, ma vie, la douleur. Mais même en quittant ce royaume, je conservais en moi un étrange sentiment de force. Je n'étais plus la même personne. J'en avais trop vu, et je savais maintenant que la mort n'était pas une fin, c'était une porte, mais la mienne ne s'était pas encore complètement ouverte. Pas encore. Le retour ne fut pas doux. J'avais imaginé que ce serait comme un réveil d'un sommeil profond paisible et lent, mais c'était plutôt comme être poussé dans un espace confiné et froid après avoir dérivé librement dans une chaleur infinie. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point tout était lourd, mon corps, ma poitrine, mes bras. C'était comme porter un manteau de plomb mouillé. La lumière était insupportable, vive, clinique inadéquate. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais même un mince rayon de lumière me donnait l'impression d'avoir une lampe torche braquée directement sur mon crâne. Les sons étaient plus forts qu'ils n'auraient dû l'être, bip de machine, pas traînant, murmure de voix. Je ne distinguais pas les mots, juste du bruit, confus et trop proche. Puis, comme ça, je me suis réveillé, pleinement consciente bien trop tôt. J'ai halté et me suis assise en salle de réveil, ce qui a immédiatement fait accourir une infirmière. Jason, tu dois t'allonger, tu n'es pas encore prêt, l'entendis-je dire, mais sa voix résonnait comme si elle venait de deux directions à la fois, une dans mes oreilles, l'autre dans ma poitrine. J'ai regardé autour de moi avec frénésie. Les murs tremblaient d'énergie, comme des vagues de chaleur sur l'asphalte. Je voyais des formes, des silhouettes de personnes, peut-être mais aussi des lueurs d'autres choses, un mouvement qui ne correspondait pas au monde physique. C'était comme si mon âme était encore ouverte. Tout était plus que ce qu'il aurait dû être. Je sentais les émotions irradier des gens autour de moi, l'inquiétude de l'infirmière, le calme d'un homme que je n'avais pas remarqué, debout près de la porte, mais quand j'ai cligné des yeux, il avait disparu. Je ne sais pas s'il a vraiment été là. Tout était anormal et c'était trop. Mes membres ne me semblaient plus comme les miens, mes doigts ne bougeaient pas correctement. J'essayais de parler, mais ma langue était épaisse et étrange. C'était comme si j'avais été loin de mon corps pendant des années, et non des heures, et qu'il me fallait maintenant réapprendre à le porter. J'ai fait des apparitions et des disparitions au cours de l'heure qui a suivi. Les infirmières m'ont parlé. Émilie est arrivée à un moment donné, mais j'avais du mal à garder les yeux ouverts pour la regarder. À travers le flou, je voyais encore des scintillements autour d'elle, une douce lumière, une silhouette. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais cela ne me faisait pas peur. Malgré la confusion et l'inconfort, je savais au moins une chose, j'étais de retour et j'avais apporté quelque chose avec moi. Tant que j'étais dans cet état intermédiaire à moitié ici, à moitié ailleurs, le voile ne s'était pas complètement levé. Je ne savais pas si je rêvais, si j'hallucinais ou si je touchais encore quelque chose d'au-delà du monde, mais je savais que ce que je vivais était réel. Non pas au sens où l'on conçoit habituellement le réel, physique et démontrable, mais au sens qui compte au fond, là où l'instinct parle plus fort que la logique. Tout a commencé par une présence que j'ai immédiatement reconnue, même si je ne l'avais pas vue depuis près de 20 ans, ma grand-mère, Margaret. Elle ressemblait à mes souvenirs d'enfance, des yeux doux, une mâchoire forte, les cheveux relevés comme elle les portait toujours le dimanche matin. Elle ne s'est pas approchée de moi, mais m'a regardé fixement, comme si elle avait toujours été là, attendant que je la voie. Elle souriait, non pas avec son visage, mais... C'était le genre de sourire qui vous touche directement et vous fait sentir en sécurité d'une manière que les mots ne peuvent pas expliquer. Elle n'a rien dit à voix haute, mais je l'ai tout de même entendu. Sa voix ne m'est pas parvenue, elle est arrivée, pleinement formée, dans ma poitrine. Dis à Janice que je ne lui en ai jamais voulu, et qu'elle doit cesser de porter un sentiment de culpabilité qui ne lui appartenait pas. Je n'ai pas bien compris le message, mais je savais qu'il était important. Je savais que c'était urgent. Plus tard dans la journée, alors que j'étais suffisamment rétabli pour m'asseoir et parler, Janice est entrée dans la pièce. Elle essayait de garder son calme, mais je voyais la tension dans son regard. Je lui ai raconté ce que Margaret avait dit. Au début, elle m'a simplement regardé.
Puis sa bouche s'est ouverte et des larmes ont commencé à couler où elle n'a pas essayé de les retenir. Elle le sait, murmura-t-elle. Elle le sait vraiment. Janice m'a alors confié quelque chose qu'elle n'avait jamais partagé avec personne, pas même avec Émilie. Des années auparavant, vers la fin de la vie de Margaret, Janice avait manqué un appel téléphonique. C'était le dernier que notre grand-mère avait passé. Le temps que Janice essaie de le rappeler, Margaret était tombée dans le coma. Elle ne s'est jamais réveillée. Janice avait porté cette culpabilité pendant des décennies, croyant qu'elle aurait peut-être pu dire au revoir, réconforter sa mère dans ses dernières heures. Cela la hantait dans ses moments de calme. Et voilà que j'étais là, lui transmettant un message venu d'ailleurs, lui disant de lâcher prise. Ce moment a tout changé pour elle. Elle m'a serré dans ses bras et a sangloté doucement, libérant enfin quelque chose qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même. Il y avait aussi d'autres messages, des flashs auxquels je ne parvenais pas à m'accrocher complètement, un sentiment concernant la santé de mon père, une étrange image de mon fils en train de dessiner au crayon rouge, ce qui correspondait exactement à ce qu'il faisait pendant mon opération, des mots destinés à Émilie, dont certains sont restés gravés dans ma mémoire, d'autres qui se sont évanouis dès mon réveil. C'était comme essayer de récupérer de l'eau dans ses mains, une partie coule toujours entre ses doigts. Mais les morceaux qui sont restés avaient du poids, un but, et il me rappelait que ce que nous faisons ici compte, que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même quand nous le pensons, et que l'amour véritable, celui de l'âme, ne disparaît jamais. Depuis mon retour, ma vie n'a pas beaucoup changé. Je vis toujours à Boise. J'enfile toujours mon uniforme d'ambulancier et je voyage à l'arrière d'une ambulance. Je continue à faire mes courses le dimanche, à être frustré dans les embouteillages et à oublier de répondre aux SMS. Mais à l'intérieur, tout est différent. La paix que je ressentais dans cet autre monde ne m'a jamais complètement quitté. Il y a une certitude silencieuse qui vibre sous la surface de tout ce que je fais. Je ne peux pas l'expliquer, et je n'essaie plus. Je vis simplement avec, comme une lanterne en moi qui ne s'éteint pas, quelle que soit l'obscurité. Avant cela, j'étais ouvert d'esprit, mais sceptique. J'avais toujours cru qu'il pouvait y avoir quelque chose après la mort, mais je n'y réfléchissais pas beaucoup. Comme la plupart des gens, j'évitais le sujet, sauf si j'y étais confronté au travail ou lors du décès d'un être cher. Aujourd'hui, je ne vois plus la mort comme une fin. Ce n'est même plus un mystère pour moi, c'est une porte, un retour. Le deuil fait toujours mal, bien sûr. J'ai perdu des amis et j'ai été témoin de chagrins d'amour aux urgences et lors d'accidents de la route. Mais aujourd'hui, lorsque je tiens la main de quelqu'un qui pleure, je ne me contente pas de lui offrir un soutien médical, j'offre ma présence. Je porte en moi la profonde certitude qu'il y a plus, que l'amour s'étend bien au-delà du dernier souffle. Mes relations ont aussi changé. J'écoute davantage. Je pardonne plus vite. Je ris plus facilement. Je ne bâcle plus les conversations avec mon fils et je ne me déconnecte plus quand Émilie raconte sa journée. Je suis là maintenant vraiment là-haut parce que je sais combien ce moment est précieux et fugace. Il y a encore des jours où je me sens découragé, dépassé ou frustré. Cette expérience ne m'a pas transformé en sainte, mais elle a adouci quelque chose en moi. Elle m'a rendu plus courageuse. Je n'ai plus peur de ce qui arrive, je ne m'accroche plus autant au contrôle. Je sais que quoi qu'il arrive, je ne suis pas seul. Aucun de nous ne l'est. Et ce message, la vérité silencieuse murmurée entre la vie et la mort, est devenu mon fondement. Je sais maintenant, sans aucun doute, que tout ira bien.